sur Europe 1, 9h-11h. Thomas Hill, ce matin, vous recevez Michel Desmurger, auteur du livre Faites-les lire. Et on continue à parler de ce livre passionnant. Et si les jeunes lisent moins qu'avant, Michel Desmurger, on le disait, c'est en grande partie à cause de ce que vous appelez l'éléphant numérique et des écrans récréatifs. Le temps passé devant les écrans, c'est du temps en moins en interaction humaine. Et ça a de lourdes conséquences. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les journées font 24 heures. On se rend pas compte que les enfants, notamment les jeunes enfants, ils dorment beaucoup. Donc sur ces 24 heures, il reste pas forcément, une fois que vous avez enlevé tous les temps contraints, il reste pas forcément beaucoup. Et à partir du moment où voilà, il y a trois grandes victimes de la propagation, mais c'est absolument ahurissant le temps qu'on passe sur les écrans. Je peux donner un chiffre que vous donnez dans votre livre. Chaque année, les écrans récréatifs représentent 112 jours de la vie d'un enfant en classe de 4e. 112 sur combien jours sur 305, bien sûr. C'est pour voir si vous suiviez. C'est astronomique quand même. Oui, la lecture par comparaison, ça représente quelques mois, 5-6 mois. Ouais. Donc le temps... Dans toute une vie, vous voulez dire? Non, sur 5-6 jours, pardon. 5-6 jours. Ça représente 5-6 mois sur l'ensemble de l'enfance, pardon. Et 5-6 jours sur le Ouais, c'est rien du tout, quoi. Mais on s'aperçoit que, voilà, ce temps, il faut le prendre quelque part. Et les trois grandes victimes, le tiercé, si j'ose dire, des victimes, c'est le sommeil. Le sommeil qui est une activité absolument fondamentale. Vous pouvez toucher à peu près n'importe quoi chez un gamin, mais vous ne pouvez pas toucher le sommeil. Les gens ne réalisent pas, mais... On ne dort pas pour se reposer. On dort parce qu'à un moment donné, le cerveau, il a besoin d'assurer la maintenance de l'organisme, sa maintenance intellectuelle, physique. Et il ne peut pas le faire quand on est réveillé parce qu'on a trop de trucs à faire. Donc, en gros, il nous débranche en nous endormir pour pouvoir faire son travail. Mais si on ne dort pas assez, cette maintenance ne peut pas être assurée. La deuxième chose à citer, c'est les interactions sociales. Pour la lecture et au début, le développement du langage, c'est les interactions, notre inventaire familial, le nombre de mots, le nombre d'échanges que l'enfant va avoir avec ses parents. Il y a de très belles études qui montrent que ce nombre de mots, il prédit à très long terme le développement intellectuel, scolaire, la réussite scolaire de l'enfant. Donc ça vous dit qu'il faut leur parler tout de suite. Il faut leur parler tout de suite, il faut leur parler... Beaucoup. Et pour donner un exemple, il y a une étude, alors c'est extrême, mais si vous prenez des enfants qui, par exemple, qui sont nés sourds et vous les détectez pas tout de suite et vous les appareillez seulement après la première année, comparé à des enfants que vous détectez tout de suite et que vous appareillez pendant la première année. Les enfants qui sont sourds, c'est ça? C'est des enfants qui sont nés sourds bilatéraux, c'est-à-dire des deux côtés. Ces enfants-là, vous les suivez jusqu'à l'adolescence, la fin de l'adolescence, et même à ce moment-là, vous allez voir que le fait de ne pas avoir ces entrées langagières pendant la première année a des impacts importants sur les capacités syntaxiques, grammaticales à très long terme. Donc c'est très 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 important de parler à l'enfant. Même si vous avez l'impression que vous avez un mollusque dans le berceau, il se passe énormément de choses dans son cerveau. Ça structure vraiment le cerveau. Et de lire aussi très vite, c'est-à-dire dès 6 mois, par exemple, vous dites qu'il faut commencer à ouvrir des bouquins. Oui, et c'est la troisième victime du temps d'écran, c'est-à-dire la lecture partagée. Les parents maintenant, ils mettent un CD, un truc, c'est pas du tout la même chose. Il faut lire à l'enfant, il faut lui lire très précocement. Les études montrent que dès 3 à 6 mois, la lecture partagée, c'est-à-dire lire à l'enfant. Même si vous avez l'impression, même s'il ne parle pas lui-même, solliciter sa parole, lui lire, lui montrer des images, mettre des bouquins dans son berceau pour qu'il s'aculture vraiment au livre, pour que le livre, ça soit... Oui, pas des boîtes à histoire, en fait. Il faut lire avec des pages. Il faut lire avec des pages. Et puis, il faut continuer à le faire longtemps. C'est ça aussi qui est important dans votre livre, c'est que vous expliquez que c'est pas parce qu'un enfant commence à savoir lire en CP, en CE1, qu'il faut arrêter de lui lire des histoires. Oui, il faut persévérer longtemps. Alors pour finir sur le précoce, il y a même des études qui ont été faites sur des grands prématurés, c'est-à-dire qu'ils ont été dans un service hospitalier et les parents qui avaient des grands prématurés, ils leur ont dit il faut lire à vos enfants. Les parents se sont dit ces gens-là sont bizarres, mais ils l'ont fait quand même. Et on n'a pas pu tester le langage, mais quand les parents sont revenus 4 à 6 mois plus tard, on s'est aperçu que non seulement il y a plein d'études qui montrent que ça a des effets intellectuels, mais ça a des effets sur le climat émotionnel de la famille. Les relations entre le parent et l'enfant, la synchronie, le climat social étaient vraiment améliorés par la lecture partagée. Il faut poursuivre longtemps parce que il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on assimile souvent la lecture au décodage. C'est-à-dire la capacité à transformer les signes en sons. Je lis, je vois les lettres papa et je dis papa. Ça, c'est une partie de la lecture. Si je veux jouer au tennis, vous allez me donner une raquette, mais ça ne fera pas de moi un joueur. Le deuxième problème, et le problème fondamental, absolument fondamental de la lecture, c'est la compréhension. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la lecture, c'est une autre langue. C'est-à-dire que parler l'oral, ça ne nous aide pas à parler l'écrit. Il y a beaucoup plus de mots. C'est-à-dire que voilà, vous avez des mots qui sont très communs à l'écrit, qui sont très rares à l'oral, mais des mots qui servent, des mots comme jubilé, cocasse. Il y a eu cet exemple de
au concours des professeurs des écoles, c'était une poésie de Victor Hugo et on parlait d'enfants chancelants. Et les jurys d'examen que je suis allé voir nous expliquent que la plupart des candidats, ils le tournent différemment, n'ont pas réussi à expliquer le mot chancelant, qu'ils ont expliqué que c'est des enfants qui avaient de la chance, que c'est des enfants qui chantaient, qui étaient joyeux, etc. Mais vous ne pouvez pas comprendre le mot chancelant et le connaître quand vous ne lisez pas. C'est un mot qui est très rare à l'oral, une fois tous les 2-3 millions de mots, et c'est un mot qui est très fréquent à l'écrit, une fois tous les 100 000 mots. 100 000 mots, c'est un classique comme Bel Ami, et vous avez des mots comme cocasse, jubilé, saillant. Saillant, c'est une fois tous les 6 millions de mots à l'oral. Donc une pensée saillante ou un os saillant, c'est des choses, si vous ne lisez pas, mais il y a la grammaire. La grammaire, elle est beaucoup plus riche. La syntaxe, la forme passive, vous la choperez jamais à l'oral. Vous savez, la souris a été mangée par le chat. Et puis vous avez, en France, on a vraiment une grammaire magnifique, une conjugaison, je me dépêche, mais une conjugaison magnifique parce que vous avez des temps et ces temps, on nous dit le passé simple, le passé antérieur, tout ça c'est des trucs d'un autre temps, mais pas du tout. C'est ce qui nous permet d'exprimer très finement notre pensée, la chronologie, les rapports entre les éléments. Supprimer ça, c'est comme si vous disiez le violon c'est trop compliqué, je vais virer 3 cordes. Oui, tu peux jouer du violon avec une corde, mais ça sera pas du tout la même richesse. Et des choses comme le passé simple, Gretel poussa la sorcière, ou il eût fallu que Phileas Fogg, etc. Ces choses-là, vous ne les avez qu'à l'écrit. Et donc, il faut que les parents comprennent que l'écrit, c'est une seconde langue, et cette seconde langue, l'enfant ne peut l'acquérir que dans les livres, et comme il ne sait pas lire, et que quand il commence à acquérir le décodage et qu'il arrive au CP, il n'acquiert pas la lecture, il acquiert le décodage. Et donc, ça se fait sur des trucs simples, parce que sinon, le cerveau, il pète un plomb. À un moment donné, ça peut pas être compliqué au niveau du langage et du décodage. Et donc, si vous continuez pas à laisser le langage de l'enfant littéralement sous perfusion, en lui lisant des histoires, bien après le CP, jusqu'à ce qu'il commence lui-même à être capable de lire tout seul, c'est-à-dire jusqu'au collège et après, parce qu'en plus, ça maintient le plaisir, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais quand on lit, au départ, c'est pénible. Moi, ma fille, je me souviens, j'ai rangé ses bouquins parce qu'elle est partie, mais quand elle était petite, je lui disais, tu lis, et ce que tu comprends pas, tu soulignes. Et en rangeant ses bouquins, je me suis aperçu que les livres qu'elle lisait toute seule, c'est un long soulignement du début à la fin. Et donc, en maintenant ça, vous maintenez le plaisir. Et s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de lecteur. Et c'est le plus important, c'est que ce ne soit pas une contrainte pour les enfants, mais un vrai plaisir. Je vous avais prévenu que ça allait être passionnant. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. C'est aux éditions du Seuil et on va continuer à en parler dans un instant. Oui, avec une autre histoire passionnante. Alors là, celle-ci sera racontée dans un instant par Joe Hume, le premier indispensable du jour. Une histoire folle encore autour du groupe Led Zeppelin. A tout de suite sur Europe 1 dans Culture Média.